Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Comme vous pouvez le constater, nous avons un nouveau studio. Donc nous avons fait peau neuve pour vous proposer toujours des webinaires de qualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux sujets importants. Un qui sera assez dense qui concerne les droits douaniers US. Et ensuite le deuxième qui est d'actualité et qui concerne Delta IE volet import. Et nous vous ferons un petit point d'étape sur la situation. Je suis aujourd'hui accompagné de deux experts. À ma gauche, Laurence Prier, qui est notre experte en flux douanier et fiscalité. Et à ma droite, Alexandre Sels, qui est avocat à la Cour, expert sur la thématique douanière et sur l'export contrôle. Donc, Bonjour. bonjour à à vous tous. deux. Ils seront là pour m'accompagner et vous accompagner durant ce périple douanier. Et nous allons partir sur le premier sujet, mais avant cela, le habituel, traditionnel sujet concernant les missions que nous portons chez ACT. Nous sommes effectivement, comme vous le savez, commissionnaires en douane, mais aussi commissionnaires de transport. Alors quand je dis commissionnaire en douane, c'est l'habitude que l'on a, on est dorénavant RDE, représentant douane enregistré, mais nous ne sommes pas que cela, nous sommes organisme de formation certifié Calliope et experts en expertise, bien évidemment, douane, transport et RSE. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons passer et entrer dans le vif du sujet et allons démarrer sur la première partie que sont les droits de douane et faire un état des lieux finalement de la situation. Car comme vous pouvez le savoir, Donald Trump a pris la parole à de nombreuses reprises, un bruit médiatique assez important et vous comme nous étions un peu, je dirais, embêtés où nous posions beaucoup de questions sur finalement le vrai du faux de ce qu'il en est précisément. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à Alexandre Sels qui viendra et qui est là pour nous faire une photographie de la situation à date et je vais lui laisser la parole. Je vous remercie. Alors, première question, où en est-on aujourd'hui? Merci, ravi d'être parmi vous. Alors, c'est une question qui évidemment est excellente parce que la situation peut paraître pour le peu incongrue, peu claire et variant au quotidien. Peut-être à titre liminaire, rappeler que ce n'est pas une première, les droits additionnels américains. On a eu Trump 1, il y a eu George Bush. On oublie ça en 2003 sur l'acier et l'alu avec plus de 170 nomenclatures positions qui étaient contrôlées, etc. Donc il y a déjà un passif et là, on est arrivé sur des droits qui présentent une nouvelle dimension de par la récurrence, la volumétrie et le changement permanent. Il y avait eu sous Biden une première série de droits sous la section 301 qui était entrée en vigueur en septembre, qui touche notamment des produits chinois. Et je dirais que la vague actuelle a débuté en février. Il y a on le voit à travers la chronologie, il y a un premier temps à partir du mois de février qui intervient, annonce des premiers droits sur le fondement de l'Emergency Act. On reviendra sur ce sujet-là parce que les fondements sont relativement importants. Premiers droits qui apparaissent, la Chine, le Canada, le Mexique. Une entrée en vigueur comme à chaque fois qui se fait en deux temps. Premier temps 10%, deuxième temps de 10%. Et on voit pour ce qui concerne les droits chinois et on voit des droits de 25% apparaître pour les produits Canada-Mexique notamment. Comme je dirais, on l'apprendra après le cas à chaque fois, il y a le principe et puis va très vite y avoir l'exception. Et donc on voit apparaître notamment une remise en cause, secteur automobile oblige, des droits du taux de 25% dans le cadre du USMCA. Donc pour ce qui concerne les produits originaires, dans le cadre de l'accord, Mexique, Canada, États-Unis, les 25% sont remis en cause. Petit rappel d'ailleurs sur ce sujet, mise en œuvre de l'accord qui doit être considérée avec rigueur puisque on a des sujets comme par exemple l'enjeu du prix moyen pondéré, la détermination du taux de 50%, etc. Donc qui doivent être appréhendés avec recul et analyse. Donc on a ces éléments-là, on a l'acier à partir de mars, donc on a un taux sur les produits acier aluminium 25% qui intervient. On va voir qu'il a évolué très récemment puisque évidemment chaque jour suffit sa peine sur ce sujet. Deuxième vague très importante, avril. Avril, c'est là que les droits réciproques, donc on va changer de fondement, les droits réciproques interviennent. On aura 2 avril les premiers droits, on est à 10%. Et ensuite, à partir du 5 avril, la deuxième série, donc on était sur 20% dans l'Union européenne, mais l'exception va suivre immédiatement avec, à partir du 9 avril, l'exception pour les semi-conducteurs. Et puis progressivement, on va voir que, par exemple, les droits pour l'Union européenne
vont se réduire. Tout le monde va repasser au taux réciproque de 10%. Et ce sera ensuite les accords de Genève pour la Chine, puisque la Chine avait connu une croissance avec un cumul de décrets présidentiels qui, avec, à partir du 14 mai, donc l'accord de Genève, vont permettre une réduction, remise en cause de ces droits réciproques qui va être temporaire. Donc on est dans une situation où l'attentisme s'impose, 90 jours. Les prochaines échéances très importantes, ce sera le mois de juillet, puisque à la fin du mois de juillet, eh bien, les droits additionnels réciproques sont censés revenir, en tout cas rentrer en vigueur tels qu'ils étaient prévus initialement. Et entre-temps, un enjeu de veille réglementaire très important, d'attentisme et de prise de recul pour s'assurer une mise en œuvre qui soit la plus efficace possible, une gestion globale de nos opérations douanières qui soit en tout cas la plus, je dirais, la plus rigoureuse et avec une vision le plus long terme possible, même si c'est compliqué. Et me vient une question au final, c'est qu'on constate qu'il y a une superposition effectivement de droits de douane et de taux, je dirais. Et vous avez évoqué la section 232, section 301. Enfin, d'où viennent ces superpositions réglementaires et justement ces additions de droits de douane? Alors, c'est une excellente question parce que tout l'enjeu et le besoin de veille juridique et d'analyse réglementaire sur le sujet, il est très prégnant. Pourquoi? Parce que ce qui n'avait pas été le cas sous le premier mandat, c'est qu'aujourd'hui, on a un cumul avec un nouvel outil qui est beaucoup utilisé par l'administration américaine, qui est celui qui a été utilisé notamment en février, qui a fait beaucoup parler, c'est ce qu'on appelle l'Emergency Act, qui est un outil réglementaire qui permet, sur décret présidentiel seulement, de faire entrer en vigueur des droits sous un prétexte d'urgence nationale. C'est là qu'est intervenu je dirais, l'argument de la crise du fentanyl, etc. Ce n'est pas le seul vecteur juridique, c'est-à-dire qu'il y a la section 301 qui est la section qui était la plus utilisée notamment dans le cadre du premier mandat, donc qui elle a un cadre, je dirais, un peu plus connu en tout cas, qui vient remettre en cause les pratiques commerciales déloyales. On a la section 232 par exemple que l'on a retrouvée sur un certain nombre de produits qui, elle, va être utilisée pour les sujets de protection de la sécurité et de la défense, donc les produits en tout cas qui rentrent dans ce champ. Et donc, on est dans une situation où il convient d'apprécier chaque droit additionnel sur la base juridique considérée et d'être très attentif à chaque fois qu'il y a une annonce ou une publication pour être sûr de quel droit est remis en cause. Si on prend par exemple l'exemple du Canada et du Mexique, sur les premiers droits, on était sur le sujet de l'Emergency Act avec les fondements juridiques et les prétextes juridiques que j'évoquais, en tout cas d'urgence nationale. Ils vont ensuite être remis en cause partiellement. On a évoqué par exemple l'automobile, et c'est l'exemple type où il faut être attentif à le nouveau décret, le nouvel order présidentiel, qu'est-ce qu'il vient remettre en cause. On a eu dans un premier temps, par exemple sur la Chine, le fondement également de l'Emergency Act, et puis ensuite on aura le fondement de la section 232, etc. Si on passe au droit réciproque, on verra que sur les droits réciproques qui sont utilisés, on a eu une multitude de fondements. Si on regarde l'order, le 14527, qui a fondé les droits à compter du mois d'avril, on retrouve la section 301, on retrouve la section 232, etc. Et donc on se retrouve dans une situation où on a un empilement de textes et ces droits sont cumulatifs. Si on prend pour illustrer le propos, par exemple, l'exemple de la Chine, où tout le monde dit aujourd'hui, et on a eu un peu de mal à suivre, et l'enjeu c'est qu'on arrive à clarifier ça, on a 30% de droits. Pourquoi on a 30% de droits? Si on prend uniquement les droits février-avril, on a eu une première salve de droits à partir du mois de février, entrée en vigueur en 2 temps, 10% plus 10%. Quel affichage? La présentation. Et donc, du coup, on explique rapidement. En fait, il faut cliquer sur. Est-ce que tu peux dire qu'il faut cliquer sur affichage? Sur Teams, affichage. À l'écran. Affichage, prioriser la vidéo. Affichage, prioriser la vidéo. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas du tout la présentation et du coup qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas depuis le début. Et donc, c'est une option sur Teams. C'est chez eux, enfin, c'est sur Teams. C'est sur Teams, oui. Et là, ils m'entendent? On m'entend. En interne, on voit tous, mais effectivement. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend bien, mais le problème, c'est l'affichage. Ils ne voient pas la présentation, ni vous, en fait. En petit, ou alors ça met d'autres personnes en avant. Donc, il faut changer l'option d'affichage. C'est ça. Donc, affichage, prioriser la vidéo, et normalement, ça devrait être bon. Affichage. Prioriser la vidéo. Prioriser la vidéo.
Dans les commentaires, c'est bon ou pas hein? Vous êtes en mute aussi, nous ne voyons personne. C'est toujours flou, nous ne voyons rien. On entend bien, mais l'affichage est brouillé. Ah, donc c'est un problème d'affichage Un problème sur Teams. d'affichage sur Teams, oui. Ah, c'est pas disponible pour certains Pour moi, c'est OK. l'option prioriser la vidéo. Ah. Bah, de toute façon, on va continuer puisqu'on a d'autres personnes qui ont accès. Le replay sera disponible. Eh bien, on continue. Nous sommes désolés pour cette interruption momentanée. C'est notre première, hein, bien évidemment. Donc, il n'y a que de bonnes expériences. On fera mieux la prochaine fois. Alors, a priori, de ce qu'on comprend, c'est que certains ont l'option dans Teams pour pouvoir prioriser l'affichage, d'autres non. C'est ce qui fait que vous nous entendez et que vous ne nous voyez pas forcément. Donc, on va continuer et effectivement, le replay sera disponible et on vous le mettra à disposition. Désolé, on reprend. Désolé, Alexandre. Aucune difficulté, les joies du direct. C'est exactement ça. Donc, je disais que sur les droits, si on reprend structurellement, on a eu les droits, par exemple, à compter du mois de février qui sont entrés en vigueur. On prenait l'exemple du Canada et qui ensuite sont des droits qui ne sont pas venus se cumuler avec les droits réciproques. Pour illustrer le propos plus en détail, si on prend l'exemple de la Chine, pour clarifier un peu où on en est, on a toujours le taux de droit commun, le taux MFN qui s'applique, évidemment. On a les droits de la section 301 qui s'appliquent pour un certain nombre de produits qui sont visés dans le chapitre dédié à cet effet dans le HTS-US qui était entré en vigueur en septembre. On a les droits qui sont entrés en vigueur en février, donc 20%, c'est-à-dire une première fois 10%, une deuxième fois 10%. Et ensuite, on a aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à 30%, 10 plus les 10 du mois d'avril. Pourquoi ? Au mois d'avril, on a eu une première entrée en vigueur des droits sur le fondement de l'order principal, les 10% auxquels tout le monde est astreint aujourd'hui. Et on a vu ensuite que si rapidement, par exemple, les droits réciproques pour l'Union européenne et d'autres pays ont été suspendus pendant la période de 90 jours, on a vu cette escalade avec des décrets quasiment quotidiens sur la Chine qui ont atteint des taux de plus de 100%. Eh bien, suite à l'accord de Genève, il y a eu des décrets qui sont venus suspendre ce taux, et donc le taux initial réciproque qui était prévu pour la Chine de 34%, eh bien, il a été décidé d'en suspendre 24%. Donc nous nous retrouvons avec 10%. Donc morale de l'histoire, nous avons un taux de 30% sur la dernière salve de droits entre février et avril, 10 plus 10, et pour avril encore 10, les fameux 30%. Mais ne pas oublier le taux de droit commun, plus les autres droits éventuellement applicables selon le classement du produit, etc., notamment section 301 pour ce qui est des produits chinois. Très clair. Voilà, à titre illustratif. C'est très clair. Alors effectivement, toutes ces notions concernent le B2B, mais la question qui se pose, c'est est-ce que Donald Trump a oublié le B2C ou pas ? Qu'en est-il du fameux de minimis qui existe aujourd'hui ? Pas d'oubli évidemment depuis le 2 mai de la règle de de minimis, notamment pour les produits chinois. Peut-être un petit rappel. La règle de de minimis, on a le pendant dans l'Union européenne, puisque aujourd'hui on a un seuil de taxation aux droits de douane sur le fondement de la réglementation communautaire qui est à 150 €. Et donc c'est l'équivalent de notre de minimis à nous, qui devrait évidemment disparaître avec la réforme du Code des douanes de l'Union. Donc, déjà, d'un point de vue global, le point sur le de minimis s'inscrit, je pense, dans une dimension un peu plus étendue qui est la question de la suppression de cette règle. Aux États-Unis, la règle de de minimis, elle s'appliquait historiquement, c'est une règle qui est très ancienne, et le taux a évolué. Et on avait atteint un montant très important avec ce qu'on appelait la franchise Obama, qui était de 800 € par commande, par personne et par jour. Donc un seuil très élevé qui avait différentes raisons. Je rappelle qu'ici, on est uniquement dans le cas de ce que nous, on qualifie la vente à distance de biens importés. C'est-à-dire, on est dans un cas en B2C, lorsque au moment de la vente, j'ai une exportation du produit depuis un pays tiers qui est directement importé dans l'Union européenne avec pour importateur le client final. Et donc, dans le cadre des différents décrets présidentiels qui sont entrés en vigueur, eh bien, il avait été acté la suppression à venir, donc qui est entrée en vigueur le 2 mai de cette règle de de minimis. Ce n'est pas une suppression totale puisqu'il a été décidé d'aboutir donc pour les produits d'origine Chine, d'aboutir à une forme de phase transitoire puisque aujourd'hui, soit on est sur un droit ad valorem qui a été réduit à 54% ou de manière optionnelle, un montant fixe, un droit spécifique qui est de 100 US$ par envoi. Donc ça, c'est la situation juridique à date, sachant qu'il y a une certitude, c'est que
Et encore une fois, je pense que c'est pas seulement les États-Unis qui sont dans cette situation. Il y a un texte qui a été adopté en Chambre des représentants notamment, qui s'appelle le One Big Beautiful Bill Act, qui a pour objectif d'acter la suppression définitive du de minimis. La date dans le texte aujourd'hui, c'est le 1er juillet 2027. Donc tout laisse à penser, je ne dis pas qu'il y aura une concordance des temps avec la réforme de l'union douanière, mais tout laisse à penser qu'on va aboutir inévitablement à une suppression, pas que sur les flux Chine-US, mais de manière générale. Ouais. Donc voilà où on en est aujourd'hui de la règle de de minimis. Eh bien, merci Alexandre pour ces précisions. Alors on voit que c'est assez technique hein, malgré tout, hein. Pas mal de superpositions comme vous l'évoquiez, des taux qui sont variables. Donc une veille est importante sur ces différents sujets. Donc malgré vous voyez, cette approche à froid, il y a quand même encore des jalons à suivre et qu'on ne manquera pas eh bien, de vous rappeler. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on a posé finalement les différents sujets. La question qui se pose aujourd'hui pour celles et ceux qui nous regardent, Alexandre, mais est-ce qu'il existe des moyens bien de minimiser finalement ces impacts? Quelles sont les options pour les importateurs? Alors, on n'a pas de solution miracle. Et les exportateurs d'ailleurs. On n'a pas aujourd'hui, en tout cas, de solution miracle. En revanche, et un peu dans la continuité de ce que vous indiquiez, l'enjeu, c'est celui d'une approche structurée, globale, de prise de recul et d'attentisme, parce qu'on a des inconnues permanentes. Hein, pas plus tard que là, il y a 10 jours, un tribunal a remis en cause les droits sur l'Emergency Act avant en référé d'être suspendu 48 heures après par une cour d'appel. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, incertitudes juridiques très importantes. Donc prise de recul, gestion globale, et qui dit gestion douanière globale dit retour aux 3 piliers. Retour aux 3 piliers, et dans cette perspective-là, d'abord une bonne connaissance des flux et une bonne connaissance de la donnée et une traçabilité importante. Aux États-Unis, on a accès aux données douanières via le système d'information ACE, l'équivalent des données, ce qu'on appelait les données nationales statistiques du commerce extérieur chez nous. On a accès à nos données douanières. Et point d'entrée numéro 1, il est essentiel de les maîtriser et d'avoir une cartographie très claire des volumes, des valeurs et du classement. Pour commencer par ce premier point, le premier pilier, fondamental évidemment, fondamental dans la veille et dans la gestion. On l'a vu dernièrement, par exemple, on a les droits qui entrent en vigueur au début avril. L'environnement de la tech est en ébullition suite à l'entrée en vigueur de ces droits parce qu'il y a beaucoup de sourcing pays tiers par rapport aux États-Unis. Et donc immédiatement, on nous indique qu'il y a une communication qui intervient, c'était le 9 avril, comme quoi les semi-conducteurs, la liste relative aux semi-conducteurs sort de ces droits additionnels. Mais en même temps, ces mêmes positions tarifaires rentrent dans le champ d'une autre, en tout cas, investigation sur la section 232. Donc, nécessité 1 d'analyse du classement, très importante, avec, je dirais, nos règles harmonisées, systèmes harmonisés, etc. Une approche, évidemment, précise sur la base de la réglementation américaine. Un point clé pour apprécier nos 3 fondements, dont le classement tarifaire, on est dans un pays de common law. Donc l'enjeu interprétatif est très fort. Et d'ailleurs, on le voit aux États-Unis, les rulings, donc l'équivalent du rescrit ou du renseignement tarifaire contraignant, ça vaut par exemple sur l'origine, sont très détaillés, des raisonnements très précis et accessibles. Donc il est très important dans l'analyse de classement, on peut se servir d'outils qu'on utilise au quotidien, je dirais dans l'Union européenne, où nous tous aujourd'hui importateurs dans l'Union, mais approche juridique à l'import aux US égale réglementation américaine, pays de common law, donc enjeu d'interprétation assez fort, une analyse des rulings, évidemment. Est-ce que la demande... Alors, ce qu'on pourra rappeler effectivement à nos téléspectateurs, c'est que le classement douanier reste quand même un élément assez complexe à gérer, enfin, ça nécessite de la technicité. Nous sommes en mesure de vous accompagner sur le sujet. On constate effectivement que vous avez évoqué cette notion de common law et donc cette interprétation qui est propre aux États-Unis. La question qui va se poser, vous avez évoqué le triptyque, donc vous avez évoqué le classement. Derrière se pose la question de l'origine. Est-ce qu'on est sur les mêmes bases? Alors, c'est là qu'est le point d'attention, c'est que aux États-Unis, les règles d'origine ne sont pas les mêmes que dans l'Union européenne. Nous, on travaille sur la base de règles de liste.
Et donc, on a, je dirais, un cadre de détermination de l'origine qui est assez strict, assez normé et accessible. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a une règle d'entièrement obtenu, on a une règle de transformation substantielle, mais on n'a pas de définition de critères. Et il se trouve qu'on n'a pas de présomption. Ce n'est pas parce qu'on a un changement de position qu'on va pouvoir considérer que c'est qualifiable de transformation substantielle. On est sur un enjeu où on va avoir une appréciation qui est multifactorielle et au cas par cas. Donc, l'enjeu de l'origine, il est très prégnant et avec, encore une fois, le recul qu'on évoquait tout à l'heure, ça vaut pour le classement, ça vaut pour l'origine et on y reviendra pour la valeur. Aujourd'hui, les opérateurs peuvent être amenés à se poser des questions au moment de dédouanement aux US qui ne se sont pas particulièrement posées par le passé parce qu'il n'y avait pas d'enjeu de taxation, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu d'origine. Il faut appréhender ça avec recul et sur une perspective moyen et long terme, non pas réagir de manière précipitée. Et c'est là après que se peut se poser notamment la question de savoir comment on sécurise cette position, que ce soit d'ailleurs sur le classement ou sur l'origine. Très bien. On a donc évoqué les deux premiers piliers, nous en avons un troisième qui est la valeur. Alors avant de l'évoquer, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que nous avons lu un article de BFM, pour ne pas les citer, sur une faille sur la valeur en douane qui permettait aux exportateurs de contourner finalement ces droits de douane. Alors on a bien compris que cette faille supposée était la first sale, mais je vais vous laisser dérouler, mais est-ce que c'est finalement si simple que cela cette notion de first sale, vous l'évoquerez en deuxième temps? Alors, non, c'est un outil qui est intéressant, qui est certainement, je pense que autant le classement ou l'origine ne sont pas des mitigation tools, ce n'est pas des vecteurs, en tout cas, d'optimisation. Ils peuvent l'être. Le classement peut l'être, mais ça repose sur une approche rigoureuse avec l'enjeu de savoir si on le sécurise à travers un rescrit ou pas, en prenant bien en compte l'impact passé, l'impact futur éventuel. Mais en tout cas, il ne se constitue pas stricto sensu des biais d'optimisation, puisque on n'est pas censé changer un classement ou une origine, ou en tout cas, on doit s'assurer qu'il est strictement conforme. Pour ce qui concerne la valeur, plusieurs points. La first sale, on va y revenir, c'est un outil qui existait bien avant, ce n'est pas une solution miracle, c'est quelque chose qui est plutôt complexe à déployer, justement, on va revenir en détail là-dessus. Un premier point déjà sur la structure des flux. Et d'ailleurs, c'est la réflexion que doit aussi inspirer la first sale. Quand on fait ce qu'on appelle une structuration de flux sur les US, la première question qu'on doit se poser, c'est aujourd'hui comment cette opération elle est organisée et est-ce qu'elle est bien organisée ou est-ce qu'elle pourrait être organisée différemment. À titre d'exemple, lorsqu'on fait du B2C aujourd'hui, avec les enjeux de taxation qu'on a vus tout à l'heure et avec les enjeux qui peuvent être très importants, parce que ce n'est pas parce qu'on est un opérateur européen qu'on n'exporte que des produits évidemment d'origine européenne, bien au contraire. Est-ce qu'on a un intérêt à rester en B2C ou est-ce qu'on a un intérêt à avoir une structuration de flux en B2B2C pour, je dirais en tout cas, réduire l'enjeu de taxation ou avoir un enjeu de taxation qui soit différent parce que par exemple on va être face à cette levée du de minimis ou pas. Donc ça c'est le premier point, c'est la structure du flux et aujourd'hui des entités, des groupes qui ne dissociaient pas les entités de production des entités de distribution peuvent par exemple, indépendamment de la first sale, avoir aussi ce type d'intérêt, avec derrière une notion qui est celle de foreign importer, dont on entend beaucoup parler, qui est un statut qui permet en fait à une société non établie d'agir comme importateur aux États-Unis, donc qui n'appelle pas à commentaire. C'est un statut qu'on obtient assez vite, je dirais entre une semaine et 15 jours. Donc quelque chose qui peut être facilement envisagé, qui est un outil qui est intéressant, mais qui est un outil de réorganisation, je dirais, du flux. Ça, c'est le premier point. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, on a une valeur transactionnelle qui est considérée sur une base FOB et non pas sur une base CIF comme nous. Je pense que c'est déjà un des premiers points à rappeler. Et la valeur, ensuite, c'est un outil qui est intéressant pour les groupes qui ont des politiques de prix de transfert. Pourquoi ? Parce que quand on a une politique de prix de transfert, on détermine par exemple des fourchettes de marge. Donc on a déjà un petit vecteur pour pouvoir jouer, entre guillemets, et pouvoir faire évoluer la valeur en douane qui est susceptible d'être déclarée à l'importation. Comme on disait tout à l'heure, ça ne va pas être une solution miracle, mais c'est un outil qui peut être intéressant. Il faut également être en mesure de bien maîtriser sa valeur parce que, par exemple, dans les droits qui sont entrés en vigueur, etc., à partir du 1er février, il y a une part dans les droits réciproques, il y a une part de US content, il y a la règle du US content qui s'applique, si au-delà de 20%, etc.
cette règle, elle est très intéressante, mais il faut bien maîtriser sa valeur et l'ensemble de ses coûts, puisque sur la base d'un bill of material, il faut qu'on soit en mesure de déterminer la part de regional value content sur la base du USMCA. Donc voilà, la valeur, c'est en tout cas l'outil qui présente le plus de biais pour, je dirais, essayer de s'adapter. Et il y a la fameuse first sale. La first sale, c'est un outil, on n'a pas d'équivalent dans l'Union européenne. Et en synthèse, c'est un outil qui consiste à retenir que quand on a une chaîne de vente, c'est-à-dire si on prend une relation où on a trois parties, c'est-à-dire un fabricant, ce qu'on appelle le middleman, et ensuite l'importateur américain, et bien, dans je dirais un schéma de valorisation classique, on est censé retenir la valeur de la vente entre le middleman et l'importateur américain. Et bien, grâce à la règle de la first sale, on retient la première vente, celle entre le manufactureur et le middleman. Ça, c'est le principe. On a trois critères principaux qui régissent la first sale. Le premier critère, c'est celui de la vente qui est bona fide, c'est-à-dire une vente qui va être réelle, sérieuse et de bonne foi. Donc, réelle, sérieuse et de bonne foi, ça veut dire qu'il va falloir que sur chaque maillon de la chaîne, nos trois maillons, on soit en mesure de démontrer une vente qui est réelle, qui est effective, qui est documentée, avec un transfert de propriété, un transfert de risque, etc. C'est le premier critère. Si ce premier critère il est satisfait, on va passer au deuxième critère qui est celui d'avoir une vente qui soit arm's length, c'est-à-dire qu'on ait un prix de marché, un prix de pleine concurrence au sens des règles de valorisation en douane. C'est très important parce qu'on y reviendra tout à l'heure. On a tendance à considérer que parce qu'on a la first sale, la théorie des apports ou autre ne s'applique pas. Si, la théorie des apports va s'appliquer et justement dans l'analyse de la first sale qui est faite par le CBP, tout l'enjeu va être de s'assurer, au-delà de l'enjeu documentaire qui est le paper trail, est-ce qu'on n'a pas, même dans la vente numéro 1, une minoration de valeur où on n'aurait pas omis de réintégrer des apports. Donc il va falloir démontrer, si on est entre sociétés liées, est-ce que le lien n'a pas affecté, etc. On revient un petit peu, je dirais, sur nos règles de base de détermination de la valeur, alors qu'à l'inverse, par exemple, si on est entre sociétés non liées, pas d'impact, etc. Et puis le dernier critère, c'est la destination exclusive au marché américain. Et en fait, c'est peut-être le critère le plus compliqué à mettre en œuvre, puisque c'est un critère très pratique, très opérationnel. C'est de s'assurer que sur une base d'appréciation globale de la chaîne et sur une base documentaire, on est en mesure de démontrer que le produit concerné, depuis cette première vente, est exclusivement destiné au marché américain. Et c'est là qu'on va voir que cet outil qui consiste à dire juste oh, « j'avais une première vente, je la retiens », il est plutôt compliqué à déployer en pratique. Déjà là, on le voit, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé entre sociétés liées, parce qu'il faut avoir les informations de la première vente, parce qu'on va le voir, il faut être en mesure de déployer une documentation dès la première vente, ce qui n'est évidemment pas acquis si vous n'êtes pas entre sociétés liées. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la first sale, on va le voir, on travaille selon deux mécanismes. On travaille d'abord, on fait ce qu'on appelle un feasibility report, c'est-à-dire qu'on fait une analyse de faisabilité, c'est-à-dire de s'assurer sur la base documentaire, etc., qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et est-ce qu'on remplit les critères de la first sale. Et ensuite, on travaille sur la mise en œuvre. Trois temps qui vont être considérés quand on fait une analyse avant l'opération d'un point de vue théorique, étape par étape. Le départ usine, le transport, et est-ce qu'il y a de l'intermédiation logistique ou pas. L'enjeu du départ usine, et on reviendra après sur des exemples très concrets de déploiement, ou en tout cas de critères qu'on va aller regarder, c'est est-ce que la marchandise, en termes de marquage, de respect de normes, etc., point de vente numéro 1, est-ce qu'elle satisfait à ces règles-là à destination du marché US? Est-ce que dès le départ usine, j'ai un transfert de propriété effectif, et est-ce que ça va être le cas à l'échelon 2? Par exemple, on le verra, je vais apprécier l'incoterm et la nature de la vente. Il ne faut pas que j'ai de flash title, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai de vente spontanée qui impliquerait que l'administration puisse considérer qu'en fait, je n'ai pas de transfert effectif du produit. Le transport, sur le principe, je n'ai pas d'obligation de transport direct ou interrompu, mais j'ai une présomption. Donc je vais avoir un enjeu très important qui va être de déterminer si, est-ce que dans le cas de transfert simultané de propriété, j'ai un transfert effectif qui désigne le transporteur, est-ce que j'ai un transport qui est direct ou pas, comment il est opéré. Et si je devais avoir un intermédiaire logistique, est-ce que je vais pouvoir isoler le produit, comment il est présenté sur palette par exemple, est-ce que j'ai bien une palette claire destinée au marché américain, etc.
Donc voilà, on a une appréciation sur ces 3 étapes qui est réalisée dans un premier temps. Quelques rappels sur, avant d'aborder en détail la constitution du paper trail. La first sale peut être un faux ami, l'enjeu de la first sale, ce n'est pas de retenir obligatoirement la première vente dans une chaîne, c'est de retenir celle que nous, on va considérer comme la première vente. Donc, ce qui veut dire, par exemple, il peut y avoir 3, 4, 5 ventes et on n'est pas obligé de remonter à la première. C'est un outil qui n'induit pas de rétroactivité. Donc ceux qui découvrent cet outil, ou comme il a pu être présenté de manière journalistique comme quelque chose de révolutionnaire, il ne suffit pas de dire, tiens, en fait, le produit est déjà parti, mais en vrai, on va pouvoir établir un paper trail assez rapidement et donc rétroactivement conférer une first sale. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est les éléments clairs qu'il faut rappeler. On va avoir un enjeu documentaire très fort, on va le voir en détail, avec à chaque entité impliquée dans la chaîne la nécessité de contribuer à ce paper trail. Le paper trail, c'est quoi? Parce que je rappelle que la first sale, c'est fondamental, et j'aurais dû le rappeler avant, c'est déclaratif. Il n'y a pas d'autorisation pour la first sale, c'est un mécanisme qui est déclaratif. Et donc, on doit anticiper l'enjeu du contrôle, et donc on doit, en amont, préparer ce qu'on appelle le paper trail, c'est-à-dire la liasse documentaire qui démontre l'application de cette first sale. En cas de contrôle. En cas de contrôle. Et d'où l'enjeu interprétatif qu'il faut anticiper, c'est-à-dire que c'est une appréciation au cas par cas par les douaniers américains lors du dédouanement. Et donc d'où la nécessité de se préparer le plus possible avec des experts qui sont habitués de ce type de règles, au risque sinon de se retrouver dans une situation où on le verra sur une qualification de vendeur, de seller, de manufactureur ou autre, ou sur des éléments documentaires qui peuvent nous paraître anodins, parce qu'on remplit bien la règle de première vente sur le principe, eh bien ça ne marche pas. Donc on le verra à chaque étape, et en pratique, le préparer, le documenter, facture, bon de commande, document de transport, etc. Le rappel qu'on a effectué tout à l'heure, avant de revenir sur le paper trail, ce n'est pas parce qu'on est sur un enjeu de first sale qu'on ignore le reste. C'est-à-dire qu'on va avoir un enjeu de réintégration si on a des apports, on va devoir les considérer, et c'est dans le critère de arm's length qu'on retrouve ça. Et en fait, ce sont tout simplement les règles de valorisation en douane, principe du GATT qui sont appliquées, même s'il y a ce mécanisme un peu, je dirais, facilitateur. Donc, il faut vraiment garder en tête ces éléments. Le paper trail à chaque étape sur la base d'une documentation qui va être complète et qui doit être disponible au dédouanement, donc préparée en amont, d'où l'absence de rétroactivité, et une sécurisation de l'enjeu de dédouanement-valorisation avec notamment les enjeux apports, que ce soit des redevances, des mises à disposition à titre gratuit ou autre, qu'on ne doit pas laisser de côté. Maintenant, si on revient en détail sur le paper trail. Alors, la notion le détail que vous évoquez, on constate qu'effectivement, on est sur quelque chose d'assez technique. Et il est tout intérêt, effectivement, si vous l'avez bien compris, comme vous l'avez bien compris, d'être accompagné par des experts, en l'occurrence, sur la notion de first sale. Donc, ce n'est pas si simple que ça de le mettre en œuvre. Et je reviens sur le triptyque que vous évoquiez. Donc, la valeur, que ce soit la valeur, l'origine ou l'espèce, se faire accompagner ou au moins avoir la technicité en interne pour pouvoir supporter ces notions et minimiser, je dirais, l'impact des droits additionnels de Trump et de manière plus large, sur la manière d'optimiser vos flux à destination des États-Unis, c'est la moindre des choses. La question qui me vient à l'issue de votre présentation, Alexandre, qui est très précise, c'est qu'on a vu effectivement toutes ces notions, donc on est reparti de départ, c'est-à-dire on a fait un état des lieux, les options qui étaient possibles pour les exportateurs. Mais derrière, la question, ce qui se pose, c'est, et nous, Union européenne, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Puisque j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais qu'on subit un peu tout cela et qu'on est à un rebours de ce qu'a pu notamment faire la Chine, qui s'est tout de suite positionnée en appliquant des droits en réponse aux droits additionnels de Donald Trump et des États-Unis. Qu'en est-il justement de l'Europe sur ce sujet? Alors, excellent point, parce que je pense qu'en plus, il sera d'autant plus impactant pour les opérateurs, les chargeurs qui ont des volumes d'importation qui sont dans l'Union qui sont importants. Les mesures sont prêtes, elles font l'objet de discussions. On est dans la phase de 90 jours et de négociations.
Il y a des textes qui ont été publiés parce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier que les premières réponses qu'on avait apportées ne sont que suspendues. Si on regarde les textes, et le 31 décembre de chaque année, la suspension est renouvelée. Donc ces textes pourraient entrer à nouveau en vigueur. Et je pense que la Commission européenne, en tout cas, elle avait indiqué qu'elle pourrait déposer plainte auprès de l'OMC. Elle a préparé des contre-mesures avec des listes de produits qui sont indiqués avec des taux de droit qui pour l'instant sont théoriques mais qui pourraient entrer en vigueur dès le mois de juillet. Donc on est dans une situation où l'enjeu pour les opérateurs, il est cette approche globale de la gestion douanière qu'on recommande sur les 3 piliers et sur, je dirais, la gestion douanière d'ensemble, parce qu'en fait, on a une concordance des temps multifactorielle. On a la réforme de l'union douanière qu'il faut anticiper, certes, mais on a aujourd'hui les droits US d'un côté, potentiellement la réponse européenne. Cette réponse européenne, elle intervient au moment où, justement, on va l'évoquer, Delta IE entre en vigueur, et derrière tous ces sujets, classements, etc., on a, par exemple, dernièrement vu le sujet de la garantie, la mise à jour de la garantie dans le cadre de Delta I, qui devait être anticipé pour les opérateurs, ça par exemple, ça doit rentrer dans le cadre, je dirais, gestion globale, anticipation et veille juridique très fort. Eh bien, je prends la balle au bon, Alexandre, justement, du sujet caution, parce qu'effectivement, comme vous le savez, nous sommes en pleine période de transition pour basculer sur Delta I et notamment de mettre à jour nos cautions. Donc, comme le précise Alexandre, il sera grand temps, à partir du moment où les contre-mesures sont adoptées et mises en application, de voir quels sont les impacts pour vos cautions. Ce qui m'amène à évoquer le sujet suivant qu'est Delta I et de savoir et de vous poser justement, Laurence, la question, où en est-on? Eh bien, on avance. À petits pas, mais on avance. Alors, avant justement de faire le point sur la situation au 10 juin, juste un petit rappel sur le pourquoi du Delta IE. Donc, pour l'instant, nous sommes dans la phase de déploiement de la partie importation. Alors, l'idée de base, c'est le Code des douanes de l'Union qui, depuis 2016, est pleinement en application. L'objectif définitif, c'est le fameux dédouanement communautaire centralisé, dont on entend parler depuis assez longtemps, quelques années maintenant. On n'a jamais été aussi proche. Donc l'idée, c'est en effet de dématérialiser la déclaration, puisqu'on est dans une ère complètement digitalisée, mais c'est aussi d'interfacer le système de dédouanement français avec le système européen et tous les autres systèmes des 27 États membres. Donc interfacer, faciliter, fluidifier les déclarations en douane et se mettre à jour par rapport au Code des douanes de l'Union. Alors, en termes de calendrier, donc, on vous a fait un point, la situation au 10 juin, donc à aujourd'hui. Depuis le 22 avril, des déclarations, les opérateurs ont commencé à faire des déclarations dans le système Delta I, dans une version qui est régulièrement mise à jour avec des optimisations de points suivant les remontées en fait, du terrain. Donc on a la dernière version dans laquelle on a eu quelques points qui ont été améliorés, c'est la version du 27 mai. Mais depuis le début avril, mi-avril, nous avons 25 000 déclarations qui ont été réalisées et qui ont obtenu un BAE, donc le bon à enlever, dans le système Delta I, que ce soit en DTI, donc directement sur le site de la douane, ou en EDI, donc via les fameux prestataires d'interface, les logiciels qu'on a, nous, en interne. Et donc, le 30 juin, alors initialement le 30 mai, on aurait dû tous passer dans le Delta I sur demande et remontée des différentes fédérations, notamment la UTF, la fédération TLF. On a sollicité la douane pour avoir un report supplémentaire. La douane nous a entendus et pour l'instant, le report est décidé au 30 juin. Donc, l'arrêt du Delta G, donc le système qu'on utilise encore aujourd'hui pour la majorité de nos déclarations, est prévu le 30 juin. On rappellera que la demande initiale faite par les fédérations, le souhait était un report au 15 septembre et que l'administration des douanes a décidé que c'était trop tard par rapport au déploiement de Delta Export
et le calendrier justement sur le sujet que vous voyez à l'écran. Et c'est la raison pour laquelle ils nous ont, ils ont accepté un report, mais uniquement à la fin du mois de juin. Oui. Et justement, Laurence, par rapport à tout cela, puisqu'on on a bénéficié de ce report, est-ce qu'on a des statistiques sur justement cette évolution et notamment cette échéance du 30 juin? Alors, à aujourd'hui, comme je vous disais, on a eu l'annonce, donc on a sur la page dédiée au déploiement de la douane. On accède en effet à un graphique qui nous montre, alors le graphique il est joli puisqu'on voit que là ça y est, on est parti, on teste et on utilise le delta I. Alors finalement sur 25 000 déclarations, ce qu'on constate, la partie orange qu'on a sur le graphique, c'est la partie expressiste. Donc au final, si on retire les déclarations qui étaient faites auparavant dans le système Delta X et qui concernent vraiment les flux express, sur le cargo de manière générale, on est à peu près 4000 déclarations depuis le mois d'avril. Avec encore beaucoup de bugs, si on peut le dire comme ça. Alors la version du 27 mai a quand même débloquer certains points, notamment l'utilisation des EORI étrangers sur les déclarations, l'utilisation des droits de port, puisque sur les personnes qui font des déclarations, les opérateurs qui font des déclarations directement sur les ports acquittent les droits sur la déclaration. Donc ça fait partie des points qui ont été vus dans la dernière mise à jour mineure. On a notamment sur la partie, donc sur la prochaine mise à jour qui est prévue donc, courant juin, il me semble. Le 10 a priori. Oui, alors il y en a une aujourd'hui, normalement. Normalement, oui. Et donc on va voir les points qui restent perfectibles aujourd'hui et qui devraient être embarqués dans la prochaine mise à jour. Donc on va parler du dédouanement. Alors on a encore un gros problème aujourd'hui, c'est le dédouanement avec plusieurs devises, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de passer une déclaration dans Delta I si la valeur marchandise est dans une devise qui est différente du montant du transport. On a l'obligation aujourd'hui d'utiliser une seule devise par déclaration, donc ça c'est dans le pipe des résolutions pour la douane. Le dédouanement pour les particuliers également, qui n'est toujours pas possible. Le dédouanement en 2 temps, a priori, fonctionne, mais sur des déclarations simples. Donc, quand on parle de déclaration simple, c'est vraiment le régime 40.00, donc la mise à la consommation. Que ce soit en 1 temps ou en 2 temps. Mais aujourd'hui, on a encore énormément de déclarations pour lesquelles il y a des difficultés des déclarations qui sont sur notamment les régimes particuliers. On a, quand vous faites une mise en entrepôt douanier, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui utilisent le régime de l'entrepôt douanier, aujourd'hui, il n'est pas possible d'apurer en mode picking, si je peux l'exprimer comme ça, en plusieurs fois. On est obligé d'apurer complètement une déclaration, une entrée, ça doit être une sortie. Et ça, typiquement, aujourd'hui, c'est vraiment un nœud, parce qu'on a énormément de régimes particuliers où on travaille sur des périodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur les déclarations. Donc il y a encore des progrès. Effectivement, c'est ce qu'on constate. Et la question finalement qui me vient, c'est quelles sont les prochaines échéances avec l'administration des douanes par rapport à justement au fait d'avoir autorisé ce report à fin juin? Y a-t-il des étapes intermédiaires? Alors, il y a des points avec les fédérations. Donc, comme je disais tout à l'heure, AUTF, le MEDEF, TLF. Le prochain point, a priori, va être prévu pour le 20 juin. Et au 20 juin, l'idée, c'est de refaire un point à date sur la volumétrie des déclarations qui seront passées, les éléments qui sont encore bloquants pour accéder au dédouanement. Et en fonction de ça, reporter peut-être d'un mois supplémentaire, voire peut-être jusqu'au 15 septembre. Le souci étant que, comme on l'a vu sur l'agenda, la frise, on va avoir un souci de timing avec le delta E. Oui. Parce que là, la douane se doit d'être prête et d'avoir... la douane et nous, opérateurs, on doit avoir digéré en fait
le système Delta I pour pouvoir accéder au Delta E. C'est ça, effectivement. Il est vrai que la question qu'on se pose aujourd'hui, alors je vais être un peu provocateur pour vous dire, est-ce que vous pensez qu'au final on va tous basculer au 30 juin ou est-ce qu'on aura un report annoncé? Alors, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation que vous venez de nous exposer, vous pensez qu'il est raisonnable ou il serait raisonnable de démarrer au 1er juillet? Ça paraît quand même un peu ambitieux. Hein. Bon. On a, sauf à d'un coup pouvoir dédouaner massivement avec les différents régimes, mais aujourd'hui, ça paraît compliqué, d'autant plus que quand on parle du 30 juin, derrière, c'est le mois de juillet. On va attaquer la période estivale, donc avec des organisations, que ce soit côté public ou côté opérateur, qui vont être dans le rush de l'activité estivale avec moins de personnel. Mais en effet, on n'a pas de boule de cristal et en même temps, ce n'est pas vraiment à nous de dire si on va y arriver ou pas, puisque quelque part, c'est un peu un projet national. Et la douane a de toute façon la deadline de Delta E, mais aussi la deadline de fin d'année vis-à-vis de la Commission européenne. Donc on n'a pas trop le choix, il faut y aller. On est un peu en mode task force des deux côtés, on avance. Mais en effet, ça paraît un peu compliqué pour le 30 juin. Et 30 juillet, même si c'était 30 juillet, on sait bien que les périodes de juillet-août sont très compliquées pour faire avancer les sujets. Donc, mais en tout cas, on y va. Et est-ce qu'on sait où en sont les autres États membres par rapport justement à ce déploiement? Puisque effectivement, il y a cette deadline de fin d'année. Donc la douane est mise sous pression et nous avec pour justement respecter ce délai. Mais les autres États membres en sont où? Est-ce que ça a déjà été déployé? A priori, on n'est pas dans les bons élèves. Bon. Ça fait déjà quelques années qu'on voit passer des déclarations import ou export également sous des formats qu'on ne connaît pas. Donc on comprend bien que le Delta... alors il y a des États qui ont commencé par l'export et d'autres par l'import, mais il y en a pas mal qui ont déjà les deux. Et la problématique, c'est que nous, on avait notre système Delta G qui fonctionnait bien et on a peut-être tardé un peu à prendre le train en marche. Le train, voilà. Alors, on n'a pas de chiffres très précis puisque la douane ne communique pas beaucoup et le benchmark ne se fait pas facilement. Mais on sait qu'on est dans les derniers pays aujourd'hui à basculer. Donc, d'où la pression également au niveau national. Eh ben merci Laurence pour ces réponses apportées. C'est beaucoup plus clair. Merci à vous aussi Alexandre. Merci, pour votre support. Thématique justement des droits douaniers US qui est assez intéressante et très complexe. Bon, je le répète encore une fois, mais on constate qu'effectivement, ce n'est pas si simple que cela. Alors, si vous voulez bien, on va prendre quelques questions à la volée. On ne répondra pas à toutes les questions parce que nous sommes déjà à -10, mais j'en ai quelques-unes. Alors, j'en prends une au hasard. Je pense qu'elle est pour vous, Alexandre. La question est la suivante. Quelles sont les règles US en matière d'origine? Y a-t-il un site qui reprend les règles par code douanier? Alors non, c'est toute la problématique, c'est qu'on n'a pas de... Comme on l'indiquait, on n'a pas de règles de liste, donc de règles par nomenclature comme on l'a nous, avec l'annexe. On n'a pas cet équivalent. Et donc, n'ayant pas cet équivalent, on a effectivement, il y a un texte qui décrit l'appréciation des règles et qu'on pourra peut-être partager, qu'on partagera sans difficulté avec le lien vers ce texte. Et en revanche, on a une appréciation au cas par cas sur la base de ces critères de transformation substantielle, d'entièrement obtenue, etc., mais sans précision, à part des indices de classement et une appréciation forte sur la base notamment des rulings, donc de ce qui a déjà été tranché par l'administration. D'où la difficulté. Enjeu du ruling là-dessus, est-ce qu'on sécurise, est-ce qu'on ne sécurise pas? C'est une très bonne question sur laquelle il faut prendre du recul. On a un intérêt à le faire, effectivement, pour sécuriser les opérations, mais si on le fait, il faut que ce soit fait après une analyse importante, complète, et l'objectif du ruling doit être de confirmer une position et pas simplement de demander à l'administration, s'il vous plaît, déterminer l'origine de vos produits. Parce qu'il y aura un impact passé, il y aura un impact sur la période non prescrite et future. Okay.
Une deuxième question qui est toujours pour vous, Alexandre. Si des marchandises partent de France avant entrée en vigueur des nouvelles taxes, seront-elles appliquées même si elles sont toujours en transit, entre parenthèses, bateau par exemple? Alors le principe était une réponse négative sur les droits antérieurs et avec le chronomètre qui courait puisqu'il avait été indiqué les produits dont l'exportation a débuté en transit, etc. avant minuit ou autre. La question, et c'est là que la veille et l'accompagnement va être très important, c'est de savoir ce qu'il en sera en juillet. Parce que juillet est censé être la time limit pour l'entrée en vigueur définitive des droits, sauf évidemment, sauf changement de programme de dernière minute, ce qui pourrait très vraisemblablement arriver. Ça peut arriver, effectivement. Mais si jamais ça n'arrive pas, l'enjeu c'est de se dire 8 juillet, voilà. D'où l'importance de dire est-ce qu'on fait des opérations en amont avec des stocks un peu plus importants qui peuvent être exportés maintenant ou pas, ou est-ce qu'on attend? Et sur les opérations actuelles, est-ce qu'il y a des mécanismes juridiques qui pourraient nous aider un petit peu à réduire en tout cas l'exposition financière? Donc affaire à suivre sur comment en tout cas la remise en œuvre des droits sera timée par rapport aux produits en circulation. Très bien. Une question cette fois pour vous, Laurence. Pouvez-vous réexpliquer le problème concernant le dédouanement d'un régime, alors 7100, c'est l'exemple que vous aviez pris, dans Delta IE, l'entrepôt sous douane? Oui, alors la problématique, on parle bien d'une déclaration d'entrée en entrepôt sous douane qui se fait déjà dans Delta I. Donc Il faut bien de préciser. on ne va pas parler des déclarations qui étaient faites dans l'ancien système et qu'il faut sortir maintenant dans le nouveau. Mais aujourd'hui, quand vous faites une entrée, si vous faites un régime 7100 en effet, à la date d'aujourd'hui dans le Delta I, si vous voulez en faire l'apurement, donc la sortie, que ce soit une importation par une mise à la consommation ou n'importe quel autre type de sortie de toute façon, d'ailleurs on ne parlera même pas de si j'exporte mon produit, puisque le lien avec le Delta G export, oui, effectivement. Grande question. Mais aujourd'hui, clairement, vous rentrez 10 pièces en 7100, vous devez sortir les 10 pièces en une fois, sinon ça ne fonctionne pas. Alors effectivement, pour rassurer les opérateurs qui seraient concernés par l'entrepôt sous douane, c'est un sujet qui a été remonté et qui doit nécessiter des mises à jour du système Delta I. Il est bien évident que les régimes particuliers, si on ne peut pas les apurer partiellement, n'ont aucun intérêt. Donc le sujet est pris, mais il est vrai que quand on voit l'échéance arriver, on peut se poser des questions sur le fait que ça puisse fonctionner, ou du moins être fonctionnel au 1er juillet. C'est vraiment la crainte. Donc il faut effectivement suivre cela avec attention. Je pense, et j'ai la quasi-certitude que le démarrage qu'on va avoir, il ne sera pas des plus fluides. Même si on était amené à décaler d'un mois ou deux, il va y avoir des blocages, des problématiques qu'on va rencontrer lorsqu'on sera en prod. Il faut simplement que vous soyez effectivement avisés de cela et je dirais indulgents avec vos représentants douane enregistrés parce qu'ils sont sur le terrain, ils font des remontées au maximum. L'administration des douanes fait aussi le nécessaire au maximum pour mettre à jour toutes ces problématiques rencontrées. Il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec des ralentissements, des problématiques qui vont avoir un impact sur la fluidité de votre activité. Donc il faut en avoir conscience. Je pose une dernière question et on pourra clôturer. Elle sera pour vous, Alexandre. Il y a pas mal de questions sur justement le first sale et de manière plus générale les droits US. J'ai une question qui va concerner les exceptions. Existe-t-il des exceptions aux réglementations particulières pour les produits textiles, prêt-à-porter, accessoires, chaussures? Alors, je dirais que l'exception principale qu'on a, c'est une annexe 2 qui a été publiée en annexe de l'ordre principal, donc du 2 avril, donc dans laquelle il y a l'ensemble des nomenclatures qui sont reprises. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'exception sur ces produits-là. On y a retrouvé les produits de la pharma, par exemple, on a retrouvé des produits comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, après est venu un nouveau décret sur les fameuses listes de semi-conducteurs, donc plutôt des produits, pas semi-conducteurs stricto sensu, d'ailleurs électroniques, mais pas pour le textile. Et ces produits qui étaient dans cette annexe 2, certains font l'objet de nouvelles investigations au titre de la section 232. Donc, d'où l'enjeu d'analyse
et de vision sur long terme. C'est pas parce qu'aujourd'hui on se dit tiens, je vais changer mon classement tarifaire parce que j'ai fait une nouvelle analyse, je pense que je peux rentrer dans l'annexe 2. Il ne peut pas être exclu que, hélas, demain, on retombe dans une nouvelle liste sous l'égide de la section 232. Voilà. Mais Très donc, bien. non, aujourd'hui... Et je compléterai, je me permets de compléter Alexandre sur le classement tarifaire, puisque comme on a l'habitude aussi d'utiliser en effet le classement américain, moi je me suis rendu compte bien souvent que l'interprétation, même au niveau du système harmonisé, Je confirme. est peut-être différente, et les notes, ce qu'on appelle les notes explicatives, où on a nos propres notes en Europe, les notes explicatives de la nomenclature combinée, les Américains ont leurs propres notes, et notamment sur le textile, on se retrouve avec des différences assez impressionnantes. Tout à fait. Et d'où le point initial, c'est de la common law, et on a un enjeu interprétatif qui est propre au classement tarifaire, parce que c'est une matière, c'est une problématique qui induit beaucoup d'enjeux potentiels d'interprétation, surtout sur certaines positions. Et c'est le cas sur le textile, par exemple. Mais d'autant plus aux États-Unis, où on a cet enjeu interprétatif qui est très fort. Donc, d'où la nécessité d'être bien accompagné, comme vous le faites pour les opérateurs, sur ces analyses classement. Très bien. Eh bien, il est l'heure. Merci en tout cas Merci, pour votre présence à tous les deux. Merci à vous, Merci j'espère à que vous. vous avez apprécié. On est désolé pour le problème technique que nous avons rencontré. Nous verrons pour le prochain webinaire pour nous assurer que tout le monde ait à la fois le son et l'image. En tous les cas, pour celles et ceux qui ont pu voir l'ensemble, j'espère que ça vous a plu. Et on vous dit à bientôt. Et on rend l'antenne. Merci Manel à la régie. Une petite dédicace pour Manel qui a fait le travail, et Cédric qui était derrière pour nous envoyer les questions-réponses. Merci à vous et une excellente journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.